va se projeter non pas comme l'a fait Isabelle un peu sur ce panorama historique, et bien on va se projeter dans le futur avec Sylvain. Viens à côté de moi, Sylvain, ou viens là. Sylvain qui est le... Voilà, super. Sylvain Louradour, qui est le directeur de NetExplo. Directeur associé. Thierry App n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais vous allez découvrir Sylvain, parce que c'est vrai que vous avez l'habitude de voir Thierry, mais Sylvain, c'est un homme à connaître, et vous allez voir ce qu'il a fait cette année, c'est assez exceptionnel. Donc je lui laisse sans plus attendre la parole. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup. Alors je te laisse, je crois que c'est sur le mien. Bonjour. Donc en effet, là, on va faire un petit voyage dans le futur. Et puis, la particularité, c'est que nous allons voir des innovations captées dans le monde entier qui existent vraiment. Souvent, à la fin des conférences, on me pose la question, quand est-ce que ces innovations vont sortir? Elles existent toutes. Désolé pour ma voix, j'ai une petite faiblesse, mais ça va passer. Alors, NetExplo. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, NetExplo, c'est un observatoire. La spécificité, c'est que c'est une captation internationale d'innovation opérée sur tous les continents et dans tous les secteurs. Donc potentiellement, on peut avoir des innovations qui ne viennent pas de la Silicon Valley et qui viennent de tous les secteurs, business, médical, éducation, culture, etc. Nous avons une vision humaniste de la tech, c'est-à-dire que la tech pour la tech ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'usage qu'on en fait, comment la tech transforme nos sociétés et nos usages personnels. Nous avons donc un partenariat avec l'UNESCO depuis 2011 pour cette vision, disons, humaniste de la tech. La méthode est très simple, c'est que chaque année, nous avons 3000 innovations qui sont reportées par un réseau exclusif d'universités, donc ça veut dire des chercheurs, des étudiants, des professeurs, des startups, des écosystèmes. 3000 innovations par an, pluridisciplinaires et pluriculturelles. Plus près? Plus loin, pardon. Donc c'est mieux comme ça? Ah oui, c'est mieux, même pour moi aussi mieux. Merci. Et donc, 3000 innovations, nous en gardons 100, celles qui nous paraissent les plus intéressantes en termes d'usage, et ensuite nous en dégageons une grande tendance annuelle. Vous allez voir qu'il y a pas mal de points communs avec le propos d'Elisabeth Barthes, notamment sur le métavers, sur la monétisation, sur le bullshit. J'ai retenu plein de mots-clés comme ça, que l'on va retrouver pendant ces 30 minutes. L'exposé va prendre ce parcours-là, donc de 3 parties. La première partie, c'est une partie de décryptage. La deuxième partie, c'est une partie un petit peu plus prospective. On va faire un peu de science-fiction, on va parler de métaverse et de Web 3, et donc d'outils de monétisation. Et la troisième partie, c'est comment utiliser la technologie dans un but plus constructif, plus utile. En gros, c'est comment la faire passer du futile à l'utile. Alors on commence par une citation de David Bowie. On retient le dernier vers qui est Turn and face the change, c'est-à-dire que nous allons voir des choses très étranges, parfois qui vous sembleront éloignées de votre quotidien. Mais comme le disait Steve Jobs, la créativité, c'est la faculté de relier des choses complètement étranges les unes aux autres et complètement étrangères les unes aux autres. Alors on commence directement avec la première partie, The Clear Out. Donc en anglais, ça signifie table rase, le grand nettoyage de printemps. Et en fait, c'est vrai qu'avec la pandémie, on a eu pas mal d'évolutions, c'est-à-dire on a perdu de vieilles habitudes pour avoir de nouvelles habitudes. Exemple très concret, le télétravail qui était dans les cartons pour émerger dans des dizaines d'années, dans quelques années, mais qui là, évidemment, en quelques mois, a vu le jour. On parle de nouvelles habitudes, nouveaux problèmes, nouvelles solutions, avec des solutions très concrètes, comme par exemple TLDV. Donc TLDV, les initiales sont très explicites, c'est Too Long Didn't View, c'est trop long, je l'ai pas vu. Et ça répond à quelque chose de très précis, c'est ces fameuses réunions Zoom où on se demande bien ce qu'on fait là, pendant 3 heures, et on se dit qu'on n'est vraiment pas à notre place. Parce qu'on pourrait utiliser bien mieux notre temps. En fait, TLDV propose un best-of, c'est-à-dire un résumé de la réunion en vidéo sans que vous ayez besoin d'assister à cette réunion. Donc vous avez l'essentiel de la réunion en 5 minutes, soit en vidéo, soit en bullet point. C'est tellement difficile de voir les gens maintenant. Ah voilà, c'est ça. Bah écoute, il faudra... pour la prochaine fois. Et alors, dans le nouveau mot et les nouvelles solutions, il y a cette fameuse screen fatigue. Et donc, par exemple, cette solution-là, c'est un écran dit intelligent. Il est capable, avec l'analyse des traits de votre visage, de reconnaître votre niveau de stress et d'émotion,
et donc évidemment de réguler ce niveau de stress et d'émotion, par exemple en changeant de couleur, en diffusant de la musique relaxante, ou aussi en vous prescrivant des exercices physiques liés à vos datas physiologiques. Alors la question à se poser, c'est évidemment, face à toutes les technologies, c'est toujours la même, il y a le bon côté, le mauvais côté. Le bon côté, vous êtes relaxé devant l'écran, ce qui entraîne évidemment le mauvais côté, c'est que vous passez beaucoup plus de temps devant votre écran. Donc là, évidemment, il faut toujours se méfier, hein, c'est ce qu'on sait avec les technologies. On a remarqué chez NetExplo beaucoup d'innovations qui sont d'ordre plus discrète, c'est-à-dire que on a beaucoup subi une avalanche de technologies pendant le confinement et on a un peu subi ces technologies-là. Et Catch, par exemple, c'est une technologie qui vise à remettre l'humain, la créativité, la spontanéité au-dessus des agendas professionnels imposés par les plateformes type Teams, par exemple. La fondatrice, un lundi matin, a ouvert son agenda, comme on le fait toutes et tous, a vu la semaine scriptée d'avance avec des blocs de couleurs de 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, et s'est dit, mais pourquoi vivre cette semaine qui est écrite à l'avance, comme une série télévisée dont on m'aurait spoilé tous les épisodes. Et donc elle a créé cette application, en partant du principe qu'une idée peut être trouvée en 1 minute 08 ou en 4h02, mais pas forcément en 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes. Donc pour s'affranchir de ces blocs tout faits par des plateformes un petit peu froides et arbitraires finalement, qui s'imposent à tous les secteurs, toutes les fonctions, toutes les personnalités, eh bien elle remet au goût du jour ce qu'elle appelle la sérendipité, bien sûr, mais avec une application à 3 boutons. Je ne détaille pas le principe de chaque application ici, ça serait trop long. On a parlé aussi d'autonomie dans l'exposé précédent. Et l'autonomie, c'est quelque chose qu'on a découvert pendant cette pandémie, enfin en tout cas qu'on a redécouvert peut-être. On a goûté à l'autonomie. Là où je fais un peu de généralité, mais tout le monde n'y a pas goûté, mais en tout cas en majorité. Et une étude d'Harvard réalisée auprès de 5000 personnes dans le monde entier prouve que l'autonomie, c'est le critère numéro 1 auprès des candidats, auprès des employés, loin devant la rémunération. Et c'est une inversion qui est très récente. Mais l'autonomie, c'est bien joli, c'est comme la liberté, c'est quoi en faire? Et c'est là le problème de l'intention se pose. Qu'allons-nous faire de cette autonomie, de cette nouvelle autonomie, de cette autonomie retrouvée? Alors l'intention, c'est un petit peu au niveau personnel, comme la raison d'être des entreprises. Cette grande phrase qui nous dit, ben voilà, on va aller dans telle direction, et c'est un entraînement collectif. Sauf que de plus en plus, on le sait, c'est qu'entre la raison d'être d'une entreprise et son intention personnelle, il y a un écart qui se creuse, qui devient parfois insupportable pour les candidats, ou pour les employés, et c'est là où la notion de bullshit dont on parlait tout à l'heure trouve aussi son lieu. Alors le bullshit, ça peut être une notion triviale, mais c'est une notion qui a été étudiée par notamment ce philosophe américain Harry Frankfurt, qui dit, très intéressant, le bullshit est le pire ennemi de la vérité, bien plus que le mensonge. Pourquoi? Parce qu'évidemment, le bullshit propose une sorte de vérité parallèle, une sorte de formule magique, et quand on a cette formule magique, eh bien, on a tendance à penser que tout est réglé, et donc à se détourner finalement des actions qui permettraient de régler vraiment les choses. Donc entre la déclaration d'intention et les actions, il y a cet écart qui est le bullshit, et il faut le mesurer. Et bien là, évidemment, on parlait aussi de big data et d'AI. On peut, avec une IA, par exemple AIGID, mesurer toutes les implications carbone d'une entreprise au-delà de son déclaratif. C'est-à-dire que l'entreprise dit « ma raison d'être, c'est super top pour le climat, mon bilan carbone, c'est génial », mais en fait, cette IA va pouvoir, c'est une sorte de détecteur de mensonges, détecteur de bullshit. Elle va brasser tout le big data concernant l'entreprise, les moindres détails, pour livrer, oui ou non, le verdict, oui ou non, la raison d'être est-elle respectée par les actions. Donc après avoir pris conscience d'un tel écart, en tout cas possible, eh bien il faut passer à l'action. Donc Plan A, par exemple, c'est une start-up qui, elle, s'occupe, c'est un logiciel qui entre dans tous les services d'une entreprise et qui vérifie chacune des actions de chaque personne d'une entreprise pour en mesurer le bilan carbone et qui donne les solutions adéquates, évidemment, si le bilan n'est pas positif. L'intention, c'est quelque chose d'assez mystérieux, donc c'est quelque chose qui peut se cultiver dès le plus jeune âge, avec ce programme Super Sema au Kenya, qui est un programme mi-physique où on peut faire des expériences à la maison et mi-métaverse où on est dans un monde en 3D. Il a été coproduit par cette actrice que vous connaissez sans doute, elle a joué dans Us, dans Star Wars, et qui coproduit cette innovation, et qui parle de Purposeful Creators, c'est-à-dire des créateurs qui ont mis le sens dès le début. Et c'est vrai que c'est souvent ce qui manque dans un projet en entreprise. Là, on ne parle pas forcément d'une start-up, mais on parle simplement d'un projet qui va durer 1 mois, 2 mois, etc. Le sens est mis souvent a posteriori, en post-rationalisation, alors que s'il était présent by design, disons, eh bien, on serait plus à l'aise à la sortie. 2 exemples assez intéressants pour voir que l'intention, c'est quelque chose
qui peut paraître évanescent, mais qui est étudié en laboratoire. Vous voyez cette drôle de machine, eh bien, au centre, il y a des neurones humains cultivés en laboratoire, hein, des neurones complètement humains mais artificiels, voilà. Et ces neurones, eh bien, sont branchés à une machine et à un jeu vidéo qui est celui-ci, que vous connaissez évidemment, c'est Pong. C'est le tout premier jeu vidéo de l'histoire de jeux vidéo. Et donc les neurones humains cultivés en laboratoire n'ont pas du tout conscience qu'ils sont des neurones humains cultivés en laboratoire. C'est comme les gens nés dans Matrix ne savent pas qu'ils sont dans Matrix. Eh bien, ces neurones humains se prennent pour les raquettes dans ce jeu. C'est-à-dire qu'ils développent une intention et se projettent dans une des composantes de ce système primaire là qui est Pong. Mais voilà, donc les chercheurs sont très intéressés par rapport à cette intention. Alors évidemment là c'est une technologie un peu bizarre, mais après on pense à l'intention sur nous humains. Et la deuxième innovation pour terminer cette première partie, c'est les vers noirs de Californie. Alors individuellement, là on parle de biomimétisme, hein. Vous allez voir, individuellement ça n'a pas grand intérêt parce que c'est une nourriture pour aquarium, mais en fait lorsque ces vers noirs de Californie sont regroupés, agrégés comme ça, eh bien ils développent une intelligence collective, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des choses dont ils ne sont pas capables individuellement, par exemple chercher de la nourriture, fuir un danger ou se diriger dans un labyrinthe. C'est le problème fascinant de l'intelligence sans cerveau, qui est aussi le propre du blob, par exemple. Ah, alors on ne dira rien ici. Et donc ce modèle a inspiré les chercheurs de ce laboratoire pour créer des mini-robots, là on revient sur la technologie, qui individuellement ne font rien, mais qui, une fois agglomérés entre eux, développent une intelligence collective et sont capables de faire des missions pour lesquelles ils n'ont pas été programmés. Et on termine cette première partie avec cette invention qui place l'intention aussi au cœur du dispositif, puisque c'est une voiture qui se conduit, alors elle est autonome évidemment, mais elle se conduit sans aucune commande, elle se conduit par la pensée. Et quand on sait qu'il faut anticiper pour conduire un minimum, eh bien ça veut dire que la machine est capable d'anticiper notre intention. Donc là, si on revient dans le scope du sens du client, du sens commercial, évidemment, l'intention du client et du commercial peuvent se rencontrer, peut être peut-être prédit, peut être analysé de multiples façons. Et là, on entre, après avoir vu un petit peu la naissance de l'intention, eh bien on voit ce que peut donner cette intention dans les mondes dont on parlait aussi avec Isabelle Barthes, qui sont les mondes immersifs du métaverse et du Web 3. Rogue World, donc en anglais, Rogue, c'est un petit peu voyou, hein, ça signifie que bon, on est une sorte de Far West où on a besoin peut-être de règles. Alors on commence par une citation de notre ami Keanu Reeves, qui est l'icône cyberpunk par excellence, hein, qui incarne à lui seul, évidemment, avec Matrix, tout le métaverse. Et lui nous dit « Can we just not ?» Alors ça veut dire « Et si on n'allait pas, et si on s'abstenait d'aller dans ces mondes-là. Pourquoi tant d'inquiétude? On va faire un petit tour d'horizon et on va en tirer des conséquences nous-mêmes. » Quand on parle de Web 3, évidemment, on peut revenir un tout petit peu en arrière pour parler du Web 1. Le Web 1, on sait ce que c'est les débuts du Web, hein. Pour simplifier, promesse, c'est accéder à des contenus, tous les contenus. Et l'utopie, c'est l'utopie du savoir partagé. C'est ce fameux océan de savoir dans lequel tout le monde peut nager à sa guise. Le Web 2, c'est la mainmise, disons, pour simplifier là aussi, par les grandes compagnies, hein, les GAFAM, pour organiser un petit peu ce contenu-là. La promesse, c'est créer du contenu. Tout le monde peut créer du contenu, ce sont les réseaux sociaux. Et l'utopie, c'est la créativité généralisée, c'est-à-dire que tout le monde peut créer ce contenu-là, vidéo, photo, contenu autre, évidemment. Le Web 3, lui, s'érige en réaction contre le Web 2 en disant « Le Web 2, ce sont des plateformes qui nous ont privés de notre liberté originelle, et bien nous redonnons le pouvoir à chaque personne hors plateforme. » Et le Web 3, donc, la promesse, c'est de monétiser des contenus. Tout contenu peut être monétisé facilement, sans intermédiaire que sont les GAFAM, mais avec des outils comme crypto, blockchain et NFT. L'utopie, c'est l'utopie de l'affranchissement, hein, par rapport à ce Web 2 qui apparaît comme trusté par les GAFAM, sauf que ça c'est la belle histoire, mais derrière le Web 2 et le Web 3, ce sont les mêmes investisseurs, les mêmes capital risqueurs, donc les mêmes personnes aux manettes. Alors comment monétiser sur ces mondes-là? Et là, c'est très intéressant parce qu'on a plusieurs modèles possibles. On a des modèles possibles à toutes les échelles. Axie Infinity a été développé au Vietnam, mais a été utilisé aux Philippines pendant le confinement. Et bien, pendant le confinement, en jouant, la population a gagné plus que lors de son... disons qu'en gagnant sa vie avec leur salaire. Voilà, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus accès à leur métier, donc plus accès à leur salaire. Ils ont compensé en jouant et en gagnant de l'argent via ce jeu Axie Infinity, et ils ont gagné beaucoup plus qu'avec leur salaire normal. Donc là, on commence à avoir des nouveaux modèles qui peuvent émerger, et si on fait un peu de science-fiction, ben là, on a tout un pays qui peut gagner plus d'argent en jouant qu'en travaillant.
Et là, évidemment, c'est des promesses qui sont complètement folles et qui ont des conséquences sociétales énormes. On peut aussi gagner de l'argent au niveau personnel avec cette innovation qui s'appelle New New. Donc, vous voyez, la capture d'écran, c'est très clair. Control My Life. Vous mettez votre vie personnelle en monétisation totale. L'exemple là, c'est une relation amoureuse. Donc, vous voyez, qu'est-ce que je fais? Donc, je demande à ma communauté quelle action je dois produire. Le quitter ou lui envoyer un message. La communauté vote à 77%, lui envoyer un message, et vous voyez la personne en temps réel, en live, envoyer un message à l'autre personne. Si la communauté avait voté le quitter, eh bien vous auriez assisté à la rupture en direct. Et vous êtes rémunéré donc pour ce faire. Donc on parlait de tout monétiser en ligne avec Isabelle Barthes. Ça c'est un exemple extrême évidemment, qui pulvérise aussi les limites éthiques, de tabous personnels, etc. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les métaverses, on laisse au vestiaire beaucoup de systèmes de pare-feu, de garde-fous, nos tabous personnels, des systèmes sociaux à l'échelle d'un pays, mais aussi d'une civilisation, enfin toutes les règles éthiques et sociales, etc. Donc là, on est dans un univers qui soit a ses propres règles du jeu, soit n'en a plus du tout. Alors, plus de limites non plus à la fabrication, c'est-à-dire à la technicité. Avant, pour créer une application, une plateforme, il fallait savoir coder. Avec Flutterflow, par exemple, c'est une plateforme, vous voyez, ça ressemble à PowerPoint, hein, c'est tout simple. En quelques heures, vous pouvez créer une application. Donc, vous pouvez créer votre propre service, votre propre entreprise, votre propre façon de commercer. Et puis, le métaverse, évidemment, ça paraît très compliqué, mais finalement, avec un casque, vous pouvez créer votre propre métaverse. Varjo, c'est un casque qui vous plonge dans un univers en 3D, mais qui fait bien plus que ça, c'est qu'il est capable de scanner la pièce où vous vous trouvez, de la reconstituer en 3D, et évidemment d'inviter qui vous voulez dans ce nouveau monde. Donc en fait, le métaverse, vous n'avez plus besoin de savoir coder ou de l'acheter auprès de prestataires, puisque vous pouvez vous-même créer n'importe quel lieu en 3D. Alors dans ce monde-là, évidemment, il faut se représenter, et c'est tout le problème des avatars. Alors là, évidemment, en termes de commerce, c'est passionnant, parce que ça peut être un avatar d'une entreprise, d'un service, d'une fonction, voilà, de toutes sortes de choses, puisque l'avatar, son propre, c'est que le propre de l'avatar, c'est que vous pouvez prendre la forme que vous voulez. Vous pouvez changer de genre, changer de nature. Vous n'êtes plus obligé d'être un être humain. Vous pouvez être un animal, un objet. Vous pouvez être l'objet que vous vendez, l'objet que vous présentez. Donc c'est complètement illimité. Évidemment, beaucoup de problèmes se posent par rapport à ces avatars en termes d'identité. Imaginez que vous avez créé votre métaverse. Eh bien, vous pouvez créer aussi dans ce métaverse toute une population que vous aimez bien, qui vous ressemble, sans aucun rejet, disons, parce que avec cette innovation-là qui déduit de vos ondes cérébrales le visage qui vous semble le plus attractif à vous personnellement. Et donc après, qui peut donc créer des avatars avec des visages qui vous plaisent. Donc vous vivez en permanence finalement dans votre monde, dans vos fantasmes. C'est une sorte d'enfermement, mais illimité avec vous et vous-même. Plus d'altérité dans ce monde-là. Ces avatars, il faut les habiller aussi. Et les habiller, ça c'est tout le problème du commerce, de la mode en 3D, la mode NFT, c'est-à-dire des vêtements qui n'existent pas, enfin en tout cas qu'on ne peut pas toucher, mais qui existent bel et bien dans ces mondes immersifs. Ces deux jeunes femmes start-upeuses ukrainiennes ont créé une marque qui s'appelle DressX avec un argumentaire très précis, qui est le suivant. Un vêtement qui a été créé en 3D n'a jamais été fabriqué, aucun bilan carbone de pollution, n'a jamais été transporté, idem aucun bilan carbone. Il ne s'use jamais, il est inusable, donc il ne sera jamais remplacé, aucun bilan carbone. Et puis, c'est un NFT, donc le NFT, hein, vous voyez, c'est le titre de propriété qui rend une chose non interchangeable, c'est-à-dire qu'elle est à vous. Et donc, vous pouvez la monétiser sur une place de marché. Et donc, ce vêtement en 3D, finalement, peut vous garantir un revenu à vie. Alors, on a pensé chez NetExplo qu'à l'équivalent d'un chatbot, hein, qui est le robot conversationnel, on pourrait avoir un soulbot, c'est-à-dire que tous ces avatars-là, la question qui se pose, c'est quelle est leur vie lorsque vous quittez, vous, le métaverse. Le métaverse, une de ses composantes, c'est qu'il est permanent. Quand vous éteignez l'ordinateur, lui, le métaverse continue à vivre. Vous allez dormir. Que fait votre avatar pendant ce temps-là? Donc soit il se met en mode sommeil, ou alors il continue à vivre sa vie et à faire tout ce qu'on peut faire dans un métaverse. Rencontrer des gens, discuter, acheter, vendre. Mais alors s'il le fait, avec quelle autonomie, quel degré d'autonomie lui avez-vous consacré? Et en quoi il va vous ressembler? Et c'est là où à un moment il va bien falloir penser à un soulbot, c'est-à-dire une sorte de conscience que vous déléguez. C'est un peu comme l'ambassadeur d'un pays, un avatar. Hein. C'est quelqu'un qui vous représente pour faire des actions. Donc vous lui déléguez un certain nombre de missions, de tâches et aussi des limites. Et évidemment, on a vu que quelques semaines après le lancement de Meta par Facebook, il y a eu des problèmes de viol, d'attouchement sexuel en 3D, donc dans le métaverse. Et
les limites, là, sont à exercer, en tout cas, des choses très intéressantes à étudier et à mettre en place. Un seul pays au monde s'est préoccupé pour l'instant de ces limites-là, c'est le Chili, qui a mis au point les droits du cerveau dans ces mondes immersifs. Ils sont au nombre de 5, je vous laisserai les découvrir, mais en tout cas, c'est le seul pays au monde qui s'en est préoccupé pour le moment, sachant que tout ce qui est règles éthiques et voilà, par rapport à ces mondes-là, sont administrés par les firmes elles-mêmes. Donc Meta a son propre département, et voilà, Epic Games, etc. Donc chacun des acteurs agit avec son propre intérêt finalement. Donc est-ce qu'on peut parler vraiment d'éthique? Là, il y a vraiment un mélange des genres. En tout cas, aucune autorité supranationale, disons, ne s'occupe de ces problèmes-là. Un point très intéressant aussi qui rejoint la relation consommateur, etc., c'est l'interface entre l'avatar et puis nous, qui sommes de l'autre côté de l'écran, en chair et en os. Et bien évidemment, souvent, cette interface, on pense au casque de réalité virtuelle, mais il y en a bien d'autres. Le métavers, c'est pas simplement on s'assoit sur un canapé avec un casque. Il y a par exemple les tenues haptiques. Haptique, vous savez, c'est qui reconstitue le sens du toucher. Donc avec cette veste-là, par exemple, vous avez 30 sensations qui peuvent être répliquées sur votre corps. Et là, c'est l'inversion. Tout à l'heure, on parlait d'inversion, mais là aussi, c'est une sorte d'inversion, parce que l'avatar qui est censé être votre créature, finalement, eh bien là, devient votre maître, au sens où tout ce qu'il éprouve dans ces mondes immersifs-là, il va vous le faire éprouver. Exemple, vous êtes un oiseau dans le métaverse, avec cette combinaison, vous pouvez sentir le vent sur vos plumes. Vous pouvez régler l'intensité et la température de cette sensation-là. Donc là, évidemment, l'oiseau, c'est assez rigolo. Mais on peut imaginer plein d'autres sensations moins agréables, parce qu'on peut avoir toutes les sensations possibles sur le corps entier. Et là se pose la question de l'addiction, parce que les tenants de ces mondes-là nous disent qu'il y a des sensations dans ces mondes-là que jamais vous n'éprouverez dans le vrai monde. Par exemple, des goûts sur votre langue que jamais vous n'éprouverez dans le vrai monde. Donc les tenants de ces mondes-là vous diront que l'expérience est évidemment supérieure. Donc là, en termes d'immersion, de vente et de commerce, il y a évidemment beaucoup de choses à explorer. Le métavers, c'est pas seulement aussi se balader dans les mondes immersifs, ça peut être aussi incorporer des objets immatériels dans le monde réel. Et là, en termes aussi de vente, de commerce, d'espace, de vente, d'expérientiel par rapport à des clients et des consommateurs, l'hologramme connaît un retour en grâce incroyable, parce que pour nous, l'hologramme, c'était un truc un peu vintage, c'est l'échiquier de Star Wars, enfin, on a plein d'exemples comme ça. Le problème de l'hologramme, c'est qu'on voit tout de suite ce que c'est un hologramme, c'est un peu gazeux, bon voilà, sauf qu'avec Solid Light, vous ne voyez plus à l'œil nu que c'est un hologramme. Bon, la photo n'est pas exactement représentative de ça, mais imaginez que ce micro soit un hologramme, vous ne le verriez pas, parce que le côté opaque, le côté mat, même si l'objet doit réfléchir de la pièce, il peut le faire. Voilà. Donc à l'œil nu, l'hologramme est tout à fait réel, donc vous pouvez avoir un objet comme ça, ancré dans la réalité, mais qui soit un objet immatériel. Le dernier obstacle de l'hologramme, c'est que la main passe à travers, et cet obstacle est en train d'être levé avec AeroHaptics, qui reconstitue le sens du toucher pour une image immatérielle. Ils ont fait cette première expérience avec un ballon de basket que vous pouvez toucher, lancer, recevoir avec un curseur sur l'impact, sur la force de l'impact. Alors, la technique est toute simple en fait, toute simple, c'est très, très sophistiqué, mais elle est inspirée d'un tour de foire anglais du 19e siècle où en fait on promettait aux personnes d'entrer sous une tente et de sentir un esprit passer autour d'eux. C'était un simple courant d'air. Et bien là, ce sont des micro-pulsations d'air hyper sophistiquées qui sont pulsées sur la paume des mains et qui reconstituent le volume et le contact d'un objet. Donc là, c'est une forme un peu simple qui est une sphère, mais on ne doute pas évidemment que les progrès pourront s'adapter à n'importe quel objet. Le métavers, c'est avant tout un dataverse. Pourquoi? Parce que quand on pense au Web 2 et donc les murs des réseaux sociaux, quelles sont les données qui sont captées? C'est notamment notre temps d'attention, outre les données qu'on entre dans des champs de déclaration. Le dataverse, ça sera un aspirateur à données bien plus puissant, ça va être colossal, parce qu'en fait, toutes les données, quand vous vous promenez par exemple dans un univers en 3D, où que se porte votre regard, ce sera une donnée, quelque action que vous fassiez, ce sera une nouvelle donnée. Et puis les devices qui vous permettent d'accéder à ces univers-là, dans l'autre sens, sont aussi des devices qui peuvent pomper vos données, et là je pense aux ondes cérébrales, donc des données physiologiques. Donc c'est encore un autre ordre de données comportementales plus physiologiques qui va être opéré. Ces données, c'est très important évidemment de les protéger, et c'est une start-up française qui s'est intéressée à ce sujet-là avec Ternoa, qui fait comme Andy Warhol faisait des capsules de temps avec des objets dans des cartons. Eh bien, eux mettent toutes vos données, parce qu'on ne sait plus vraiment où sont nos données, nos photos, nos messages, toutes nos données persos sont dans des clouds, dans des tablettes, dans des téléphones qu'on change tout le temps, etc. Donc c'est un éparpillement colossal. Eux s'occupent de rassembler vos données et surtout de les adresser aux bonnes personnes le jour venu en cas de problème. Pour un décès, par exemple,
eh bien, toutes vos données éparpillées dans le cloud, etc., sont rassemblées et adressées à la personne que dont vous aurez décidé d'être destinataire au moment voulu, ce qui est très rassurant, évidemment, dans ces mondes-là. En termes de rémunération en ligne, ce qui est intéressant, c'est que peu à peu, tout le monde sait qu'on est transformé en données qui sont elles-mêmes commercialisées et monétisées. Donc nous sommes tous monétisés en ligne, nous le savons. Generate part de ce principe-là, qu'on est adulte et qu'on peut avoir une décision à avoir là-dessus. Vous avez le choix sur ce navigateur entre deux modes. Un, privacy, vos données ne sont pas du tout monétisées, et rewards, vos données sont monétisées, mais vous touchez l'intégralité de la monétisation, c'est-à-dire que vous êtes rémunéré pour cette action. Et là, c'est intéressant parce que c'est une mentalité issue du gaming, de jeux vidéo. Dans un jeu vidéo, vous êtes habitué, vous voulez être récompensé, soit par des points, soit par de l'argent. Et en fait, il faut s'attendre à ce que les nouvelles générations, les plus jeunes, ne fassent plus aucun acte en ligne qui ne soit pas rémunéré. Jouer, se promener, aller chercher, n'importe quoi. Tout peut être rémunéré, tout doit être rémunéré puisque je suis transformé moi-même en data et commercialisé. Et n'oublions pas, pour finir cette deuxième partie, que le métavers, c'est un mot de science-fiction, de Neil Stephenson en 1992. Donc c'est très intéressant de voir que finalement c'est une idée du futur tel qu'on la voyait dans les années 90. Donc le métaverse lui-même a quelque chose d'un peu vintage, d'un petit peu archaïque, et on le sait puisque on a eu plusieurs tentatives depuis, entre Second Life notamment, pour créer ce jumeau numérique. Alors là, il y a beaucoup plus d'argent, des technologies qui sont plus mûres, donc on va vers quelque chose de nouveau, mais en tout cas c'est quelque chose d'assez intéressant. Et pour terminer, comment utiliser les technologies qu'on vient de voir pour des usages un petit peu plus constructifs que faire un gif de chat qui vaut $1 milliard par exemple. Donc l'IA, finalement c'est un compagnon, maintenant on ne s'étonne plus du tout de l'intelligence artificielle et de son pouvoir. On ne s'étonne plus qu'elle soit capable de créer la 10e symphonie de Beethoven qui n'a jamais été écrite à partir de quelques notes retrouvées dans un carnet. C'est devenu un compagnon de travail, l'IA en quelque sorte. Vous voyez par exemple sur Instagram, vous prenez une photo, vous pouvez plaquer un filtre pour changer votre photo. Bien là c'est la même chose sur un texte. Vous écrivez un texte, vous pouvez changer votre texte avec un filtre stylistique. Plus concis, plus long, plus historique, plus psychologique, plus commercial, plus ci, plus là. Et donc ce texte écrit à votre place. Et c'est assez impressionnant. Je vous conseille de l'essayer juste pour voir, vraiment d'expérimenter. C'est 3 jours d'essai gratuit, donc n'hésitez pas à tester et tapez un petit texte et vous allez voir, c'est très impressionnant. Alors l'IA, c'est quelque chose de très utile pour prendre conscience des enjeux à grande échelle. MapBiomas, par exemple, c'est une IA qui a permis au Brésil de se rendre compte que... Alors le Brésil, c'est le pays au monde qui a le plus grand nombre de sources d'eau naturelle. Eh bien, ces sources sont en train de se tarir et sans l'IA, on n'aurait pas une prise de conscience aussi accélérée. L'IA permet aussi de passer à l'action avec des objets comme celui-ci. Là, on n'est pas dans le métavers, c'est vraiment du concret. C'est un filet de pêche. Grâce à des capteurs, de l'intelligence artificielle et des caméras, il est capable de relâcher les poissons en voie d'extinction et de ne garder que les poissons pour la consommation. Donc on voit qu'elle peut aussi, cette IA, ne plus être seulement dans les mondes immersifs, mais être vraiment dans le quotidien le plus hardware. Alors les NFT, oui, on peut faire des gifs de chat $1 milliard, c'est vrai, mais on peut aussi dépolluer les océans, et c'est ce qu'a fait cette start-up française, en levant des fonds, en vendant des petits personnages sous mode de NFT, là, que vous voyez, qui permet de financer la culture de l'éponge de mer, qui a un pouvoir filtrant incroyable, on le sait depuis l'Égypte antique, et qui, grâce à ça, par exemple, a dépollué la rade de Brest en quelques jours avec quelques éponges. Donc là, elle est en train de faire des essais en Tanzanie, mais ce sont des pistes d'avenir très intéressantes. En fait, souvent, on est victime de la mode NFT, blockchain, etc., sans voir que ce sont simplement des outils et que seule l'intention qu'on met derrière compte finalement pour le résultat. Avec les NFT et la blockchain, on peut aussi sauver des forêts. Lorsque vous avez une forêt dans le modèle traditionnel, pour faire de l'argent, si j'ose dire, avec votre forêt, vous coupez les arbres, vous les vendez, et puis 30 ans plus tard, vous recommencez. Alors que là, vous êtes rémunéré pour laisser votre forêt intacte. Plus votre forêt est intacte, plus les végétaux absorbent le CO2, plus votre bilan carbone est positif, et plus vous êtes rémunéré pour ceci. Donc le modèle traditionnel est complètement renversé, et c'est ce que permet ce genre d'outil. On peut aussi s'intéresser à certaines grandes causes, comme l'équité homme-femme, et c'est une série de NFT créée par une jeune artiste britannique qui permet de financer toutes sortes d'associations sur cette cause-là. Et puis les NFT, ça redonne le pouvoir en dehors des plateformes. Donc c'est une entrepreneuse indienne qui a eu l'idée de se dire « je vais créer Uber, mais sans plateforme ». Avec les NFT, les blockchains, les cryptos, les chauffeurs gagnent 100% de leurs courses, plus aucune commission. Et pour les passagers, évidemment, le prix est négocié par la blockchain, donc il est complètement transparent. Et pour terminer sur l'usage positif, disons, des NFT, c'est la recherche médicale, parce que la recherche médicale, c'est 1, la propriété intellectuelle, et 2, le financement, ce que permet
de faire les NFT, qui sont des titres de propriété d'une part, et qui permettent évidemment de lever des fonds très très rapidement. Et je termine avec 2 innovations qui sont complètement aux antipodes les unes des autres. Une, il n'y a pas de NFT, il n'y a pas de crypto, c'est juste une pâte, hein, la pasta, c'est rien de plus simple. Simplement, elle est livrée à plat, et elle retrouve sa forme en 3D, si j'ose dire, dans l'eau bouillante. Alors pourquoi cette innovation? Eh bien, si on réfléchit un petit peu, une pâte livrée à plat, c'est comme l'immeuble Ikea, hein, c'est vraiment ça, mais en termes de packaging, en termes de transport, le bilan CO2 descend en flèche. C'est-à-dire qu'une simple idée comme ça, pas du tout technologique, voilà. Donc ça montre bien que c'est l'intention qui est derrière toute idée, qui est quand même à la base des choses, quelles que soient les technologies. Il ne faut pas être victime des technologies. Et la toute dernière innovation pour ce matin, c'est, on a beaucoup parlé des métaverses qui sont des mondes de fantasmes, des mondes imaginaires. Pourquoi ne pas s'intéresser à un métaverse qui reconstitue le monde réel, et pas n'importe quel monde réel? C'est un monde réel qui est magnifique, qui est poétique, mais qui est aussi très scientifique, qui permet de se poser beaucoup de questions très intéressantes. C'est le Cosmos. C'est un collectif de chercheurs tout autour du monde qui a créé un jumeau numérique du Cosmos, qui représente pour l'instant 1/5 de l'univers visible. C'est immense. Ça aussi, c'est en accès libre en ligne. Quand vous vous promenez dans cet espace-là, eh bien vous vous promenez dans un cube qui mesure 65 milliards d'années-lumière de côté. Donc c'est vertigineux, et évidemment c'est passionnant, d'autant plus que comme c'est une modélisation en 3D, vous pouvez aussi pincher dans ce cosmos et remonter dans le temps jusqu'au Big Bang. Donc là c'est une expérience tout à fait incroyable. Et ça... Comment ? Oui, pardon, juste après, oui, parce que alors après, sinon, on aurait tout résolu, et là, ça serait un peu, on s'ennuierait. Exact, juste après. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'exemple d'un métaverse du monde réel, mais qui prouve que, grâce encore à une intention un peu différente, on peut avoir quelque chose d'utile et de constructif derrière une technologie. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas.